Nous entrons plus en détail dans cette partie. L'histoire y est exposée de manière plus pragmatique sur des périodes plus précises. Le fait que l'histoire de la Lurbarie soit relativement récente fait que certaines personnes ont vécu toutes ces périodes, notamment pour les elfes et certains nains. Pour les personnes à la longévité comparable à celle des humains, celles-ci pourront compter malgré tout sur la quantité assez importante de manuscrits et de témoignages. On peut donc facilement affirmer que peu de légendes viennent altérer les faits historiques. Cependant, il ne faut pas écarter le facteur de l'oubli, du mensonge, de la calomnie et de la désinformation. Il y a même des cas très récents de remaniement historique au profit de telle ou telle revendication, notamment commerciale ou nobiliaire. C'est prendre le contre-pied de ce qui se fait ailleurs sur Azios, où les mythes sont une part importante de la culture générale et vont jusqu'à la prépondérance dans les religions et les faits historiques. Les civilisations disparues, les ruines antiques, les technologies oubliées, tout cela n'a que peu d'influence dans le quotidien des Lurbariens, qui restent un peuple pragmatique, pour ne pas dire presque scientifique, comparé à ce que l'on peut voir ailleurs. On notera aussi un avantage non négligeable dans la création d'histoires dramatiques pour vos personnages, car effectivement, le fait qu'une bonne partie de la population ait pu vivre l'ensemble des événements font que certaines rancunes et autres dus soient toujours d'actualité. De quoi placer de bonnes intrigues et retournements de situation, parfaitement savoureux, et pouvant tomber à point nommé durant votre campagne. À votre plaisir. Le déplacement des anciens Galtorines sur Azios eut pour conséquence la formation de l'empire d'Éonel, de la république d'Etna Novael, du royaume du Volcoros. En Lurbarie, c'est l'installation des elfes sylves dans la forêt du Mindol et la construction de la cité naine de Faorsen qui marque le début de la civilisation. Sur Auriac, durant la chute, une partie des prêtresses d'Aeva se sont regroupées pour un ultime rituel censé préserver l'essence magique et l'esprit de la déesse dans un surgeon d'arbres. Des prêtres forgerons nains eurent une idée équivalente, en voulant sauvegarder leur tradition dans une enclume magique, elle aussi censée recueillir l'essence de leur dieu, Ogrim. C'est ainsi que ces groupes s'engagèrent dans une voie différente de celle de leurs confrères une fois arrivés sur Azios. L'expédition qui les conduisit en Lurbarie pour s'établir loin de l'œil d'Auriac permit aux elfes sylves et les nains des tertres de préserver une part de leurs anciennes traditions et conserver l'héritage spirituel de leur dieu. Bien que ces derniers n'aient plus la puissance d'antan et qu'ils sont considérés par la plupart comme morts, c'est le cas de la majorité des elfes et des nains, les exilés en Lurbarie restent persuadés que leurs rituels ont bel et bien fonctionné et qu'ils vénèrent vraiment Aeva et Ogrim au travers de ces artefacts. Est-ce vrai? Cela dépendra bien sûr du point de vue de chacun. Force est de constater que les clercs, druides et paladins puisent leur puissance dans la foi et sont effectivement récompensés par le flux de magie divine. Quoi qu'il en soit, cette relative victoire suffit pour que ces groupes forment des peuples distincts de leurs compères vivant à Etna Novael. Faorsen fut construite en l'honneur d'Ogrim et la résurgence des nains, tandis que la forêt de Mindol fut bénie quand le surgeon d'Aeva fut planté au milieu des arbres et qu'une magie s'en diffusa. L'espoir renaît pour ces peuples privés de leur monde d'origine. À partir de l'an 22, après la chute du Galtorine, les elfes noirs du Déonel, de l'autre côté de la mer Itorienne, se livrèrent une guerre de succession ravageuse. Les maisons de l'Empire n'avaient plus d'empereur depuis que Sulverus l'Empaleur avait été ouvertement démis de ses puissances par les druides sorciers de l'Arbre Mort, suite à son comportement ouvertement pacifique envers les hommes du Vicari. Principale source d'esclaves, les hommes devaient craindre les elfes déonéliens et non espérer de la clémence de leur part. C'est pourquoi, face à cette faiblesse, le suzerain fut légitimement assassiné et son cœur exposé au pied de l'Arbre Mort. La lutte pour le trône avait commencé, et avec elle, la transformation de certains traîtres humains en Tiflins. En 38, la maison Virculuris abandonna Déonel et accosta sur les rivages nord-est de la Lurbarie et fonda Orosboros. Usant d'esclaves pour la construction de la cité, ce sont de véritables élevages d'humains qui ont vu le jour. Les seigneurs elfes se partagèrent les terres et prospéraient avec l'accroissement rapide des esclaves. Ce fut le début d'une période de grands bouleversements pour un pays longtemps laissé sauvage.
L'arrivée des elfes noirs et des tieflins avec leurs esclaves n'enchanta absolument pas les elfes sylves et les nains du Kyros, qui envisagèrent une union contre les esclavagistes. Le problème était que depuis quelques mois, les nains et les elfes subissaient déjà les raids de quelques barbares orques déboulant, apeurés, depuis la forêt sauvage. Refusant toute négociation, les escarmouches évoluèrent en conflit total dans les montagnes et les forêts. Affaiblis, les nains ne purent résister face à l'attaque surprise des elfes noirs sur leur village isolé dans les plaines, et une fuite générale s'organisa, forçant le roi Joachter Odivan à migrer au sud avec son peuple. L'abandon de Faorsen sonna comme une promesse de labeur supplémentaire pour les esclaves humains, condamnés à reprendre l'exploitation de la cité naine en fer. Les orques s'installèrent dans les ruines de leurs ennemis et les cavernes du Kyros, fuyant ce que les anciens qualifiaient de « voiles funèbres ». Les orques ne laissent que peu de traces écrites et leur tradition orale se perdant petit à petit, on ignore toujours aujourd'hui ce qu'il en retournait réellement. Quoi qu'il en soit, les elfes sylves se retrouvèrent seuls à lutter et durent stopper toute attaque, préférant fortifier leur forêt et patientant calmement qu'une occasion se présente. Le roi Joachter mourut dans une embuscade tendue par une troupe d'orques alors qu'il traversait, avec son escorte et sa famille, le fleuve sauvage, au nord de ce qu'on appelle aujourd'hui le lac Yapton. Fort heureusement, son fils, Noralk Odivan, lui succéda, fondant avec son peuple la cité de Zundabar, plus au sud. Les nains des tertres avaient un nouveau foyer et se développèrent en paix. Les événements qui suivront bousculeront encore davantage l'histoire de la Lurbarie. Ô roi Joachter, entendez nos prières, ta voix s'élève, résonne dans nos carrières, nains dans les mines, chantonne alors ton hymne, pierre opalines, recouvre ta poitrine, frères et sœurs, sèche tes pleurs, car c'est en toi que survivra le roi, à la surface se repaissent les corbeaux, des porteurs de haches qui n'ont point de tombeau. Ô roi Joachter, adoré de nos pères, ton âme s'élève et transporte nos rêves. Maudite guerre qui met l'enfant en terre, nos larmes s'éveillent et la colère avec.